Comme vous le savez à présent, pour que la croissance économique soit constante ou qu'elle augmente régulièrement, il faut qu'un certain nombre de facteurs concourent ensemble à cette croissance. Un petit coup d'œil sur notre graphique pour vous rappeler que, grosso modo, l'évolution de la croissance économique à partir de 1945 peut être scindée en deux périodes. D'abord, de 1945 à 1979, où le monde et plus particulièrement les économies occidentales connaissent une croissance exceptionnelle. Puis à partir de 1979, où cette croissance se met à ralentir, touchant plus particulièrement les économies occidentales et les condamnant à des mutations profondes. Entre 1950 et 1973, la population mondiale passe de 2,5 milliards à 4 milliards d'habitants. La population mondiale gagne autant d'habitants en une vingtaine d'années qu'entre 1820 et 1950 grâce à une forte augmentation de sa natalité. Ce baby-boom va ainsi de 1940 aux années 70 accroître la population active et augmenter le nombre de consommateurs. Entre 1950 et 1975, le PIB par heure travaillée, qui permet de mesurer la productivité du travail, passe en Europe occidentale de 5,5 $ à 16,2 $, soit un triplement en 25 ans. Cette augmentation de la productivité est le résultat de l'amélioration de la qualification de la population active. Ainsi, en France, le taux de scolarisation à 18 ans, qui n'était que de 17% à la fin des années 50, atteint au milieu des années 70 54%. La croissance des 30 Glorieuses profite donc à une population active mieux nourrie, mieux soignée et plus productive. Les États-Unis ont une influence majeure dans le miracle des 30 Glorieuses. En 1947, les États-Unis permettent aux économies européennes dévastées et détruites par la Seconde Guerre mondiale de se reconstruire grâce à un programme d'aide de 13 millions de $, le plan Marshall. D'autre part, ils favorisent également le développement des échanges mondiaux grâce à l'abaissement des tarifs douaniers. Ce sont les accords du GATT, signés par les États-Unis et 28 autres pays représentant 80% du commerce mondial. Enfin, ils introduisent en Europe les méthodes du Fordisme et du Taylorisme pour augmenter la productivité des entreprises. Rapide, très rapide, dépassant leurs possibilités d'adaptation. Présente. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'abord pour reconstruire leurs économies, puis pour stimuler la croissance, les gouvernements des économies occidentales interviennent de manière volontariste dans l'économie. Ils investissent dans des secteurs stratégiques comme les transports et l'énergie, mais également dans des industries de pointe comme le nucléaire, les télécommunications ou l'aéronautique. Ils jouent également un rôle majeur dans la redistribution des revenus par le versement de prestations sociales, permettant ainsi aux ménages modestes d'accéder à la société de consommation. En 1973 et 1979, suite à deux chocs pétroliers, le prix du baril de pétrole passe de 3 à 28 $. La hausse du prix du pétrole, la source d'énergie alors la plus utilisée dans l'industrie, nourrit l'inflation et augmente les coûts de production des entreprises, si bien que la croissance stagne et que le chômage réapparaît. C'est la fin Le choc des 30 pétrolier Glorieuses. bloque les économies occidentales pour plusieurs années. Pour relancer leur croissance, les entreprises misent sur la baisse des coûts de production
en mettant fin aux augmentations de salaire et en délocalisant leur production vers des pays à bas salaire, que ce soit vers les maquiladoras au nord du Mexique ou les nouveaux pays industrialisés d'Asie orientale comme la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong ou Singapour. Ces mutations aboutissent à la fin du modèle fordiste et à une nouvelle division internationale du travail où les entreprises transnationales segmentent leurs activités de la conception du produit jusqu'à son assemblage à travers le monde. Si entre 1945 et 1970, le volume du commerce mondial était 2 fois plus important que celui de la production, celui-ci décuple entre 1973 et 2000. La révolution des transports avec la conteneurisation, le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que la diffusion du libre-échange expliquent largement l'explosion du commerce mondial. Pour les États, il s'agit maintenant de s'intégrer dans la mondialisation des échanges et d'attirer les investissements directs de l'étranger, devenus source de croissance et d'emploi. Des parapluies, des ombrelles et des cannes. La fin du Fordisme, la concurrence mondiale due à la mondialisation, entraîne un retour en force du libéralisme. Les États se désengagent peu à peu d'abord sur le plan économique en privatisant les secteurs clés de leur économie qu'ils contrôlaient, mais également sur le plan social en réduisant, voire en opérant des coupes sombres dans les prestations sociales. C'est la fin des États-providence. À l'horizon 2000, le monde industriel des Trente Glorieuses semble un lointain souvenir. La production industrielle, concentrée en Europe, Amérique du Nord et Japon, s'est étendue au monde entier. Avec la mondialisation, la production industrielle est devenue multipolaire.